Après la première vidéo qui présentait sa candidature à la présidence de la FANAF, puis la seconde consacrée à son diagnostic sur les forces et les freins, ainsi que les opportunités de la transformation de l'industrie africaine des assurances, et une troisième vidéo relative au pilier 1 du plan de sa vision stratégique, Monsieur Koné Mamadou ouvre aujourd'hui la deuxième grande orientation, le deuxième grand pilier de cette stratégie, comment faire croître les marchés d'assurance en Afrique au-delà des segments historiques pour libérer le potentiel inexploité du continent. L'Afrique représente aujourd'hui 20% de la population mondiale, mais seulement 1% des primes collectées à l'échelle globale. C'est un grand chantier, Monsieur Koné Mamadou. Enchanté. Ravi de vous recevoir. Merci. Beaucoup de défis. Mm. Quelle est votre vision pour faire croître justement ce marché des assurances en Afrique? Beaucoup de défis, beaucoup de challenges, on pourrait le dire ainsi. Ce qu'il faut retenir, c'est que il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on définisse véritablement quels sont les leviers de croissance forts qui peuvent nous permettre de passer de cette dimension de taux de pénétration de l'assurance en Afrique très faible à un niveau qui puisse correspondre au potentiel que représente l'Afrique. Et Pierre, je te dis, Dieu seul sait que le potentiel de l'assurance en Afrique est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Nous avons, dans le cadre de ce plan stratégique et surtout dans le cadre de cette candidature à la FANAF, avec un certain nombre d'amis, nous avons défini des axes à explorer sur les piliers de la croissance. Le premier axe pour nous, ce sont les assurances obligatoires. Les assurances obligatoires qui ne peuvent pas être vues seulement comme quelque chose à activer pour créer de la croissance pour les compagnies d'assurance, mais il faut comprendre d'abord que l'absence de ces assurances obligatoires dans beaucoup de secteurs, dans le secteur des transports, le secteur de la santé, le secteur aussi de certaines professions libérales, crée de la vulnérabilité pour nos Oui, populations. c'est ça, c'est un risque pour les personnes non couvertes. C'est un risque important pour ces personnes-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, le pouvoir public, avec les compagnies d'assurance, puis les ministères sectoriels, prennent des décisions fortes pour que ces couches de ces populations-là soient couvertes avec des assurances appropriées. D'où l'idée des assurances obligatoires. Alors, le dire comme ça, c'est facile. Il faut maintenant mettre ça en œuvre. Peut-être on pourra revenir là-dessus à travers vos différentes questions. L'autre axe que je pense qu'on devrait pouvoir explorer, c'est l'assurance automobile, par exemple. L'assurance automobile qui est encore exposée à de nombreuses fraudes qui Et alourdissent et qui font traîner le système. exactement. Comment on fait? Mais il faut actionner le levier digital. Il faut actionner le levier digital, je dirais même la vitesse digitale. Pourquoi? Parce que la vitesse digitale au niveau de l'assurance automobile va nous permettre d'interconnecter à travers la plateformisation des attestations d'assurance automobile, va nous permettre d'interconnecter toutes les parties prenantes. Et ça va être le point de départ pour tous les marchés d'une réforme structurante dans la mesure où ça va faciliter le contrôle avec les autorités de police qui pourront désormais faire leur contrôle à travers des terminaux. C'est quelque chose qu'on vit déjà en Côte d'Ivoire, qui a été implémenté par les ASI, qui marche. Mais il n'y a pas que ça. À un moment donné aussi, il faut partir de ce taxe-là, je dirais, de ce premier levier de transformation de l'assurance automobile pour créer deux autres leviers, notamment la digitalisation des constats d'accident et du processus aussi de constat d'accident, mais aussi ce que nous appelons les recours intercompagnies, les sommes que les compagnies d'assurance sont censées se devoir les unes envers les autres, Mhm. qu'on puisse digitaliser tout ce process de réclamation et de paiement. C'est vraiment l'assurance automobile, ce qui nous manque aujourd'hui dans beaucoup de nos pays, les pays membres de la FANAF, c'est cette vitesse digitale et qui va permettre de passer l'assurance automobile à un autre niveau je dirais, d'impact, d'abord, impact social, mais aussi à un autre niveau de collecte des primes d'assurance qui vont servir, bien sûr, à financer l'économie, mais aussi à faire face aux indemnisations dans le cas des accidents. Et vous y croyez profondément à cette transformation? Moi, je crois très fort dans la mesure où c'est quelque chose que nous avons expérimenté sur le marché ivoirien, dans le cadre de l'Alsacie, et ça marche bien. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'autres pays qui nous suivent, y compris en Europe aussi, hein, qui sont rentrés dans ce type de réforme-là. Et là, on y croit vraiment très fort. Alors, c'est l'autre point de votre stratégie, c'est de revenir aussi sur l'assurance santé, la branche où la demande est la plus forte dans le secteur des assurances, dans de nombreux pays africains en tout cas. Les besoins sont réels, la pression sociale est élevée, la démographie est galopante. Alors aujourd'hui, les attentes des populations sont totalement légitimes quand on parle d'assurance santé. Comment on améliore ce secteur, Monsieur Côté? Mais Pierre, tu ne peux pas mieux dire en disant que c'est là que les attentes sont très fortes, effectivement. C'est l'une des branches, sinon peut-être la branche principale où on a
spontanément des demandes. Mhm. Les populations sont exposées à des fragilités, à des vulnérabilités, elles ont besoin d'être couvertes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de personnes, évidemment, pensent que l'assurance maladie est la solution. C'est que, bon, en général, on parle d'assurance santé, pour ne pas être très péjoratif. Beaucoup pensent que l'assurance santé est la solution. Et c'est vrai, l'assurance santé est la solution. Ah oui, je serais d'accord Euh, de les rejoindre. maintenant, maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous, compagnies d'assurance, pour développer des offres qui soient adaptées à la fois aux revenus des populations, à la saisonnalité de leurs revenus, mais aussi aux risques qu'ils encourent. Aujourd'hui, cette assurance santé a montré quand même, de la façon dont c'est déployé aujourd'hui, ça a montré quand même des limites, parce que nous avons beaucoup de problèmes à l'intérieur du dispositif, des problèmes de surprescription, de surconsommation, mais aussi, entre guillemets, aussi certains problèmes de fraude. Évidemment, continuer comme ça, il est évident que l'assurance maladie, l'assurance santé pour les compagnies d'assurance, on va partir de déficit en déficit. Certaines compagnies d'assurance ont dû mettre en place des solutions, mais on a montré que les solutions, l'expérience a montré que les solutions individuelles ne marchent pas. Il faut des solutions collectives, il faut construire ensemble. Donc l'idée pour nous, c'est de partir dans un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est de partir du système de la couverture maladie universelle, de l'écosystème qui a été mis en place pour étendre ça à l'assurance complémentaire privée et construire une plateforme qui interconnecte toutes les parties prenantes dans le cadre de la gestion de l'assurance santé. Vous voyez, l'assurance santé, c'est l'assurance pour laquelle les compagnies d'assurance ont énormément de parties prenantes. Vous avez les laboratoires d'analyse médicale, vous Ouais, avez les pharmacies, vous les avez les courtiers. hôpitaux, vous avez peut-être les courtiers, vous avez les organismes de gestion délégués. Nous, on en a de nombreux, au moins 7 parties prenantes. Ok, Et toutes ces parties prenantes, y compris les assurés, vivent de la prime d'assurance. Vous ok. voyez, et si vous n'avez pas un dispositif pour interconnecter, comme on l'a avec la couverture maladie universelle, pour interconnecter à partir d'un principe d'identifiant unique toutes ces parties prenantes, évidemment, vous allez toujours avoir de la déperdition des primes. Et à la fin, ce sont nos compatriotes, ce sont les Africains, les personnes les plus fragiles qui vont trouver l'assurance santé très chère et ne pourront pas y accéder. Et donc, sur ces leviers, nous nous proposons de construire des plateformes d'interopérabilité, mais aussi des plateformes d'interconnexion de toutes les parties prenantes pour que il puisse y avoir de la responsabilité dans le dispositif. Quand on a un principe d'identifiant unique, il est évident que s'il y a un acteur, évidemment, qui s'adonne à des pratiques qui sont pas peut-être éthiques, tout de suite, on a la possibilité d'identifier ces pratiques à travers sa collaboration avec toutes les compagnies d'assurance, mais aussi avec tous les hôpitaux, toutes les cliniques, et être en mesure, évidemment, de prendre des actions coercitives. Et ça, ce point-là, dans votre programme, vous dites sortir d'un modèle fondé sur la simple consommation des soins. C'est comme ça que vous le résumez. Voilà, c'est ça. Et il faut sortir d'un modèle fondé sur la simple consommation des soins pour partir vers un modèle de responsabilité. Un modèle qui responsabilise l'assureur lui-même, un modèle qui responsabilise l'assureur, mais qui responsabilise aussi les hôpitaux, les cliniques et qui responsabilise toutes les parties prenantes à travers un modèle de gestion qui fait en sorte, et ça c'est important Pierre, qu'il y ait de la création de valeur pour tout le monde. L'assurance santé, pour nous, c'est un bien public. Et nous avons ce droit-là de réformer l'assurance santé privée, s'inspirant de l'exemple de la couverture maladie universelle pour en faire finalement un bien qui est à la fois largement partagé, mais dont chacun se sent aussi propriétaire de ces biens-là, comme on le dit, hein, que chacun se sente dépositaire d'un titre foncier sur ces Je biens. sais bien. Hein. Mais alors, on va parler d'un autre type d'assurance qui a aussi beaucoup de mal à pénétrer en Afrique. Son taux de pénétration sur le continent reste inférieur à 0,6%. Il s'agit de l'assurance vie. J'aimerais d'abord tout simplement comprendre pourquoi ce type d'assurance a du mal à pénétrer et justement, ensuite, devant ce grand chantier presque titanesque, qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre pour faire changer les choses? Parce que quand on a un chiffre si bas, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est aussi une histoire de conception, Mm. de culture, de vision Oui, tout à sur la fait. chose. Tout à fait. Mais je pense que tu as commencé plus ou moins déjà le diagnostic, hein. Il y a des questions culturelles, il y a aussi plusieurs autres questions, des questions de moyens. Évidemment, quand on n'a pas un emploi stable ou bien quand Mhm. on a énormément de difficultés, on a du mal
aller mettre de l'argent de côté pour dire, bon, c'est pour mes vieux jours. On- D'un point de vue voilà, culturel, il y on a des gens traverse qui des estiment urgences, aussi, on vit au quotidien. voilà, on vit au quotidien. Et il y a des gens aussi, dans certaines cultures, on estime que, bon, évidemment, l'assurance décès, c'est presque un défi même à la mort et tout ça, alors que Mhm. c'est un élément de protection sociale. Nous, vous voyez, depuis quelques années, hein, les assureurs vie travaillent sur ces questions-là, mais on a encore du mal à avoir le bon levier à actionner. Et c'est pour ça que la FANAF, dans sa vision transformée, bien sûr, parce que comme nous le disons, le pilier 1, c'est transformer la FANAF. Mhm. Lorsque nous transformons la FANAF a désormais une vue de l'ensemble de l'écosystème et voir qu'est-ce qui marche ailleurs et qu'on n'a pas implémenté en Afrique, qu'est-ce qui marche déjà en Afrique et qu'on peut peut-être accentuer et travailler encore pour l'améliorer. L'idée, c'est ce que la FANAF devrait faire. Mais nous avons compris que tout ça devrait aussi tourner autour d'un point essentiel, qu'au niveau, qu'au niveau étatique, dans les différents pays, qu'au niveau assurantiel, mais au niveau aussi des populations, on devrait travailler pour que l'assurance vie devienne un pilier central de notre système de protection Mhm. sociale. Et même si c'est fait sur base volontariat ou public, il doit devenir un pilier central pour qu'il soit véritablement un réflexe. Aussi bien dans sa partie obligatoire, si on estime que la retraite complémentaire est un élément essentiel, et nous le pensons, de la protection des populations africaines, il est évident que l'assurance vie, sous sa forme retraite complémentaire, devrait revêtir vraiment un caractère plus ou moins obligatoire Donc, et que derrière aussi, les questions de fiscalité soient prises en compte pour que, évidemment, plus je paye pour l'assurance vie, plus j'ai les avantages fiscaux qui sont des incitatifs et ce qui va permettre, évidemment, avec plusieurs autres leviers, notamment sur les questions de distribution, d'avoir une assurance vie qui soit à la hauteur de nos besoins. Et c'est dans ce sens-là que nous voudrons vraiment travailler. qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait plus simplement voir l'assurance vie comme un simple produit financier. Voilà, et justement. Et pas seulement l'assurance vie ne doit pas être vue comme un simple produit financier, comme vous le dites, mais être vue comme un élément de résilience, un élément de protection sociale pour nos Mhm. vieux jours, mais aussi un élément qui nous permette aussi pour les jeunes, les enfants qui pourraient avoir à perdre certains parents, que l'assurance vie puisse venir, et c'est ce qui se fait aujourd'hui, mais le réflexe encore en termes de spontanéité tarde encore à venir. Mais c'est nous, les assureurs, qui devrons développer ces offres-là. Et c'est pour ça que nous pensons que plutôt que de regarder que les choses viennent à nous, c'est à nous de prendre le devant des choses avec une FANAF réformée pour qu'on puisse trouver les bons axes à implémenter, à actionner pour que l'assurance vie devienne finalement un réflexe dans les pays africains. Alors, on le voit, c'est un continent en pleine effervescence, qui bouge, qui construit, qui se développe. Et quand on parle de développement, de construction, d'urbanisation, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'assurance des infrastructures. Euh, alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce secteur et puis quels sont ses grands besoins? Parce on a vraiment besoin d'en parler quand on a un continent qui bouge autant sur les infrastructures modernes et résilientes qui sont en explosion de partout. Euh, Merci pour cette question, Pierre. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs pays. J'ai été à la CIMA, à la conférence interafricaine des marchés d'assurance, où j'ai passé presque 10 ans. J'ai parcouru plusieurs pays dans le cadre de la supervision du secteur des assurances dans les pays francophones. J'avoue que le potentiel du secteur des assurances est énorme, énorme, notamment sur les infrastructures. Pourquoi je le dis? Vous voyez que nos pays, en termes d'explosion démographique, nous avons des populations de plus en plus jeunes. Nos capitales commencent à avoir beaucoup de congestion et on commence à Mhm. manquer aussi d'eau potable dans beaucoup de nos pays, enfin, certains espaces Mhm. dans les pays. On a un besoin d'électrification, on a un besoin de construction de centrales électriques, de centrales énergétiques, on a vraiment un besoin d'infrastructures. Les besoins d'infrastructures dans nos pays sont énormes. Mais ces besoins d'infrastructures-là, c'est autant d'opportunités pour les compagnies d'assurance. Parce que vous savez, on ne peut pas construire une infrastructure, voire même exploiter une infrastructure sans assurance. C'est vraiment exposer l'infrastructure à des reprises permanentes chaque fois qu'il y a des C'est le sinistres premier point de la et avec responsabilité. la responsabilité. Et nous, si on n'a pas ce type d'assurance-là pour accompagner les infrastructures en construction Mhm. ou pour accompagner les infrastructures déjà construites, on se repose, en tout cas, aller chercher encore des financements additionnels Mhm. pour venir reprendre ces infrastructures en cas de sinistre. D'où pour nous, pour tous ces chantiers à venir sur l'Afrique, il faut que l'assurance devienne aussi, l'assurance locale, l'assurance africaine, devienne un réflexe incontournable dans la mise en place de ces chantiers. Il ne faut pas que ces chantiers-là soient assurés de l'extérieur. Il faut que ces chantiers-là soient assurés en Afrique
par les assureurs africains, ce qui va nous permettre de développer le potentiel de l'assurance africaine. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que plus on assure les infrastructures, plus on collecte des primes d'assurance et plus on a de la capacité à avoir de l'épargne qui vont être réinvestis dans d'autres infrastructures. Et c'est ça le défi de demain. Construire l'Afrique par l'Afrique, c'est arriver à mobiliser de l'épargne au niveau africain pour que cette épargne-là puisse contribuer à développer l'Afrique à travers le financement des infrastructures et l'assurance des infrastructures publiques. Quand on dit assurer les infrastructures, on pense tout de suite à travailler aussi avec les États pour faire de l'assurance un vrai réflexe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'il y a une vraie compréhension de ce domaine par nos dirigeants? Non, non, mais on pense qu'il y a des efforts à faire. Il y a, au niveau de la FANAF, notre réflexion, c'est de dire qu'il y a des efforts à faire. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre plan stratégique, nous prévoyons tout de suite, si nous sommes effectivement élus, d'organiser le forum de l'assurance des infrastructures publiques, où nous allons avoir... Ce serait une première. Nous allons voir les réassureurs, nous allons voir les bailleurs de fonds, nous allons voir les États. Et dans les États, ceux qui sont en charge des partenariats publics-privés, nous allons les avoir. Nous allons avoir les banques, nous allons avoir les compagnies d'assurance, les courtiers, tous autour de la table pour dire faisons de l'assurance des infrastructures et un devoir pour l'assurance africaine. Et ça, c'est un point hyper important pour nous. Si nous ne le faisons pas, ce sont les assureurs étrangers qui vont venir, je dirais, prendre ces opportunités-là pour évidemment favoriser l'évasion des primes à l'extérieur. En tout cas, pour nous, c'est un point important du plan stratégique, mais aussi des éléments activés pour que la croissance de l'assurance africaine soit une réalité et que le taux de pénétration soit porté à un niveau vraiment acceptable. Alors, M. Koné, on arrive au terme de cet entretien qui revient sur le pilier 2 de votre stratégie, activer de nouveaux moteurs de croissance. Si on devait faire un résumé, faire un bilan de notre échange, est-ce que vous auriez un dernier mot à partager avec Alors, le dernier mot, c'est de dire simplement aux assureurs africains et à nous tous d'ailleurs que ce n'est pas une fatalité que le taux de pénétration de l'assurance africaine soit si bas. C'est juste que nous avons besoin de nous mettre au travail. Nous avons besoin de faire de la FANAF, je dirais, un catalyseur de la croissance et d'équiper la FANAF avec les expertises, l'organisation, l'organigramme dont elle a besoin pour aider les marchés africains d'abord à créer des solutions mutualisées de couverture des risques, mais aussi surtout à faire en sorte que nous puissions participer, créer ensemble, je dirais, des espaces de croissance qui vont nous permettre évidemment de mieux rentabiliser nos exploitations, mais aussi surtout de servir notre continent, de servir nos populations à travers la couverture des risques qui en découlent. Et ça, c'est un point, je dirais que c'est peut-être des piliers pour nous, qui est un pilier central, puisque tous les autres piliers de notre plan stratégique vont venir alimenter la croissance aussi. Et aujourd'hui, vous avez la conviction qu'avec vous, à la tête de la FANAF et avec vos équipes, on pourrait arriver à atteindre ces objectifs. Mais Pierre, vous voyez, moi, le discours que je tiens aujourd'hui, c'est une FANAF de rupture. Une FANAF qui sort de l'événementiel pour se mettre véritablement au travail et qu'on dise aux assureurs, voilà ce qu'on veut faire et que les assureurs puissent en juger et évidemment se rendre compte que la voie que nous montrons et que nous devons suivre de notre point de vue, c'est la voie de la croissance, c'est la voie du renouveau de l'assurance africaine. Nous y croyons très fort et on n'est pas seul. Beaucoup d'assureurs pensent que nous sommes arrivés à un terme, à la fin d'un cycle qui a déjà trop duré, c'est de se mettre au travail et puis d'inventer de nouvelles choses. Merci M. Koné pour votre vision ici exposée dans son pilier 2, activer de nouveaux moteurs de croissance, donc dans la stratégie de votre candidature à la tête de la FANAF. Merci beaucoup Pierre.